Donc, j'ai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde. Je vais dire d'abord deux mots pour me présenter. Donc, comme le dit Jacob, je suis directeur du programme Territoire intelligent de l'IRT Système-X, dans lequel on a la chaire et dans lequel on a d'autres projets de recherche appliqués dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'énergie. Et puis, on a aussi ouvert un autre champ de recherche qui s'appuie sur une technologie innovante qui est la blockchain. Et en quoi, quelque part, la blockchain, elle ne peut pas favoriser le développement de nouveaux usages de confiance dans les territoires. Donc voilà, je tenais à vous le dire, parce que c'est un champ de recherche qui devient important pour nous, et voilà, c'est important de partager ça avec vous. Avant aussi de commencer, je suis ravi déjà d'être ici, parce que je suis ravi qu'il y ait cette collaboration entre les deux chaires, entre Police et MADP, prenne corps, hein, parce que ça fait à peu près un an, je crois, qu'on avait été rencontré avec Jacob, Jean-Bernard Roby, pour initier ces discussions, et je suis ravi que ça se concrétise aujourd'hui, et je suis ravi que ça se concrétise par des échanges, et en tout cas un public nombreux, et des échanges vraiment intéressants. Voilà. Donc on va commencer pour ne pas prendre trop de retard. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la mobilité as a service, ou comment voir la mobilité en tant que service, en tant qu'une offre globale de services d'un point de vue d'utilisateur, et quels sont les enjeux derrière ça pour essayer de fédérer d'agréger toutes les offres de mobilité, de transport au sein d'un seul et unique service d'un point de vue de l'utilisateur. Donc quels sont les enjeux techniques, quels sont les enjeux économiques et quels sont également les enjeux politiques. Alors pour discuter, je pense que j'ai la chance d'être entouré en tout cas de représentants très complémentaires les uns des autres. Hein. Donc, à commencer donc, honneur aux dames, Frédéric Ville, qui est directeur général de Idevroom, qui est donc une filiale de la SNCF pour tout ce qui est covoiturage. Jean Coldefy, qui est aussi un nom assez connu dans le domaine de la mobilité, j'ai envie de dire, qui a été porteur de projets, je pense, importants, en tout cas dans la thématique des mobilités et services, comme Optimode, Opticity. Et je pense que c'est un témoin très important pour notre chaire aujourd'hui, notre table ronde aujourd'hui. Bertrand Billot, qui est responsable communication d'une société Kizio, je pense qu'il en dira beaucoup plus que moi, mais qui travaille sur des briques technologiques, notamment calculateur itinéraire pour tout ce qui est mobilité, et puis notamment pour le STIF. Et puis enfin, M. Fèvre d'Arcier, qui est professeur en urbanisme à l'Université de Lyon, si je ne me trompe pas. Puis je vous laisserai évidemment, à travers vos interventions, compléter vos présentations si jamais je n'ai pas été tout à fait complet. Donc j'ai envie de commencer là, cet échange par adresser ma première question à Jean Coldefy, à travers le rôle un peu de chef d'orchestre des gros projets Optimode, Opticity à Lyon. Je pense que Jean, vous avez eu l'occasion de traiter un peu cette problématique d'une manière générale de mobilité et services, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue technique, d'un point de vue aussi de l'importance des différents acteurs dans le développement de ce genre de solutions. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, un peu à travers le témoignage de vos expériences sur ces projets-là, de nous faire part un peu de quels sont, de votre point de vue, les enjeux dans le développement, quelles sont les conditions de réussite, quelque part, au développement et au déploiement de ce genre de solutions Mobility as a Service. Ok. Donc moi je suis Jean Coldefy, j'ai travaillé comme adjoint au responsable de la mobilité urbaine à la métropole de Lyon, où j'ai développé un certain nombre de projets et de stratégies opérationnelles sur l'information voyageur, la biéthique multimodale, la gestion de trafic, le covoiturage, l'autopartage, le péage urbain, il faut le dire, c'est un point important, et puis des plans plus classiques comme sur les infrastructures, le plan mode doux. Ce qui me paraît important dans Mobility as a Service, c'est d'abord de quoi est-ce qu'on parle, et bien avoir en tête les acteurs en présence. Donc vous avez le numérique aujourd'hui, ça s'adresse quand même essentiellement, en tout cas c'est ce qu'on en voit dans la presse, aux usagers, aux individus que nous sommes. Et ça a été cité ce matin, on voit bien que la somme de comportements individuels peut gêner le collectif, hein, on le voit avec les bouchons, on voit avec les applicatifs comme Waze qui peuvent être mal utilisés. Et ce qui me paraît important, c'est de bien, si on veut avoir une mobilité vraiment intelligente, donc pas au sens data, mais au sens intelligence collective, il faut bien prendre en compte les différents groupes d'acteurs et leurs objectifs. L'individu, nous, ce qu'on veut, c'est aller le plus vite possible de A à B. Donc le temps de parcours est quand même le critère important. Et en plus, en France, on aimerait que ça soit gratuit, puisque en France, on ne paye que 25% du coût de son transport public. C'était 70% dans les années 75. Et c'est 70% dans les autres pays en Europe. On a totalement dévié là-dessus. On ne paye pas le coût qu'on devrait payer sur la mobilité. Je crois que ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête, parce que les modèles économiques sont là.
La collectivité, Thomas Baudel l'a très bien dit ce matin, son objectif, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas de virer la bagnole, c'est d'assurer l'accessibilité de son territoire, qui peut être très divers. Il y a les centres urbains aux intrapériphériques qui concentrent l'essentiel des offres. Et là, on sait ce qu'il faut faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait ce qu'il faut faire pour, j'allais dire, limiter la nuisance de la voiture quand il y a des alternatives, et elles sont là. Par contre, en dehors du périphérique, là, on est quand même dans des choses beaucoup plus complexes. C'était rappelé par Véronique, je ne me rappelle plus de son nom, Berthaud, merci, de RATP-Dev, c'est qu'on est dans des territoires peu denses et les modèles économiques des transports publics n'est pas vraiment adapté à ce type de territoire. Donc là, on a effectivement un souci. Et puis le troisième acteur, c'est les opérateurs de services. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de clients pour gagner en rentabilité. Donc voilà, ça c'est un peu l'état des lieux. Et aujourd'hui, on a une architecture contractuelle qui est extrêmement éclatée du point de vue du public, puisqu'on a des autorités organisatrices, des métropoles, des villes, on a des conseils régionaux, des conseils départementaux, des sociétés concessionnaires d'autoroutes, etc., etc. Ça, c'est les acteurs publics et qui ont passé un certain nombre de contrats avec des opérateurs de mobilité, transport en commun, vélo libre-service, autopartage, trains express régionaux ou transiliens à Paris, etc., etc. Grosso modo, dans une ville, vous avez une dizaine d'opérateurs. Tout ça est siloté, des opérateurs de sites de stationnement avec des contrats qui peuvent être de 6 ans, comme dans les transports publics, pour ceux qui ont la joie de vivre cette concurrence. Et puis, pour tout ce qui est stationnement, c'est des durées de 30 ans. Donc, si vous voulez, on a quand même on a une architecture contractuelle qui est extrêmement complexe. Il faut avoir ça en tête. Donc, les objectifs de ces acteurs ne sont pas forcément convergents. Et deux, aujourd'hui, celui qui finance la mobilité, c'est le public. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ce n'est pas l'usager, c'est essentiellement le public. Et donc, les modèles économiques sur lesquels il faudra travailler devront, à mon avis, nécessairement passer par le public. C'est-à-dire que Mobility as a Service, si on conçoit ça pour quelques happy few qui habitent dans le centre de Paris, moi, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. Ça fera les manchettes des journaux, mais ça ne touchera pas la masse. Et je pense que le vrai sujet, c'est la tarification de la mobilité. Donc, pour trouver des modèles économiques, il faudra travailler sur ce sujet-là. Ensuite, comment y aller? Je pense que ça se fera de manière progressive. Il faut d'abord construire le socle technique. C'est comment est-ce que je construis aujourd'hui un socle technique qui permet d'accéder à une offre variée de mobilité et avec son information. Et puis, la phase ultime, c'est comment je tarife l'usage de la mobilité, comment j'ai un modèle économique qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je mette en péril des modèles économiques existants. On ne va pas remettre en cause des concessions de parking qui ont des durées de vie de 30 ans parce que ça coûterait une fortune à la collectivité, parce qu'on veut mettre un truc unifié dans les mains de l'utilisateur. Ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir qu'on travaille sur tous ces modèles économiques. Il y aura des plus et des moins. Et c'est bien la collectivité qui, in fine, devra compenser ça. Donc, ça interroge quand même. C'est une promesse qui est très intéressante, sur laquelle il faut travailler, parce que de la même manière qu'on fait de l'information multimodale, il faut tarifer de manière multimodale la mobilité. Mais on ne se rend pas compte que ça va bien au-delà d'un simple service à l'usager. Ça remet en cause, je pense, ça interroge l'ensemble du financement de notre mobilité. Alors justement, on parle on a bien compris que l'aspect business model est un élément vraiment important, des conditions de réussite au déploiement de ce type de solution de mobilité as a service. Donc là, ma deuxième question s'adresse à Bruno Fabre-Darcier, justement, qui a, je pense, développé une bonne expertise dans le domaine et qui, je pense, pourrait être un bon témoin sur le sujet. Et donc, de votre point de vue, quels sont les enjeux associés à cette problématique du business model et quelles sont quelques pistes qui pourraient rendre un peu vertueux et un business model un peu favorable au déploiement de solutions de mobilité as a service? Bien, bonjour, merci. Alors, je vais contredire Jean-Claude Défi une seconde parce que il a dit une contre-vérité en disant que les réseaux ont un problème de financement. Il vient de Lyon, qui est le seul réseau qui a retrouvé un cercle vertueux de financement. C'est le seul, je suis bien d'accord. Mais au moins celui-là, il fonctionne. Donc, il faut... Voilà. Donc, c'est quand même bien. Il faut quand même le signaler. Ça prouve en tout cas une chose, c'est que c'est possible. Donc, ça veut dire que les autres sont mal gérés. Voilà, grosso modo. En gros, c'est des questions de choix stratégiques. Je pense qu'il y a effectivement un énorme problème de tarification en France de la mobilité, parce qu'on ne redonne pas aux gens, je dirais, une idée de la valeur du service qui leur est rendu. Et c'est bien cette valeur-là qu'il faut remettre en avant pour que les gens comprennent que le service qui est rendu, il a un certain coût, et que la qualité, ça a un certain prix. Et ça interroge d'ailleurs au-delà la vision qu'on a du service public.
Parce que je pense que notre vision service public, elle date du 19e encore, dans beaucoup de villes. C'est une espèce d'égalitarisme absolu. Alors qu'on sait que les gens ne sont pas dans les mêmes situations, n'ont pas la même façon de se comporter, n'ont pas les mêmes attentes, et qu'il faudrait plutôt viser de l'équité que de l'égalitarisme, c'est-à-dire tenir compte éventuellement des difficultés de certaines catégories ou autres. Là-dessus, on a les choses. Alors, je vous cite des petits exemples anecdotiques, si vous voulez, mais qui me frappaient. Moi, en tant que prof à l'université, bénéficiant d'un plan de déplacement administration, je payais mon abonnement transport collectif le même prix qu'un étudiant. Bon, ça en fait râler certains jeunes dans la salle, je pense, mais c'est quand même pas normal, ça, quelque part. À l'inverse, un de mes fils qui galère de CDD en CDD actuellement parce qu'il a du mal à trouver un job, etc., ben lui, il paye plein tarif. On marche sur la tête. On marche sur la tête. On est dans une logique où le système de prix est complètement erroné. Alors, il est erroné en interne au transport collectif. Et ça, c'est bien la responsabilité des AOT, parce que c'est les AOT qui ont la responsabilité de la tarification. Les opérateurs font parfois des suggestions, fort heureusement, mais j'allais dire avec beaucoup de prudence pour ne pas se fâcher les élus qui leur ont signé un contrat. Donc on est dans un système aujourd'hui où déjà en interne sur le transport collectif, il y a un énorme problème effectivement qu'il faut régler. Et heureusement, Lyon nous a démontré que c'était possible. Cette information sur le prix de la mobilité, elle est erronée aussi sur l'ensemble des modes. C'est-à-dire que c'est de la même façon, les gens ne connaissent pas réellement les coûts d'usage de la voiture en ville. Le réflexe classique, c'est de dire je fais un plein tous les 15 jours, donc ça me coûte tant, c'est pas cher. Bon, si vous prenez vraiment le coût complet, en prenant même les chiffres d'associations d'automobilistes, ben vous vous rendez compte, si vous utilisez votre voiture tous les jours pour aller travailler, vous payez entre 300 et 400 euros par mois. Bon. Et puis on nous dit que l'abonnement transport en commun à 70 euros, c'est trop cher. Bon. Là aussi, alors certes, le service rendu n'est pas le même. Et c'est ça qui est justement important. Et je pense qu'on peut arriver à définir des nouveaux services de mobilité, mais qui vont renvoyer à des publics spécifiques. Et l'un des intérêts du développement du big data, si je puis dire, c'est pas tant de cerner le profil commercial des étudiants, des usagers, c'est d'arriver à identifier des clientèles spécifiques en attente d'un service spécifique. Cette personnalisation du service peut permettre effectivement de faire progresser. Mais comme ça l'a été dit par Mme Berthaud tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord là-dessus, et je pense que Keolis a la même approche avec son excellent site Keoscopy, qui publie des études intéressantes sur l'évolution des comportements, on est aujourd'hui dans une logique où nos enquêtes traditionnelles de mobilité sont totalement inadaptées pour percevoir la variabilité des comportements. Vous savez qu'une enquête classique, une enquête ménage-déplacement, vous demandez à des personnes, alors un échantillon qui est d'ailleurs très faible, c'est 1% de la population, ça coûte très cher à faire, mais vous demandez en gros aux gens de décrire les déplacements de la veille. Ce qu'on ne voit pas à travers ça, c'est qu'effectivement l'avant-veille, il a fait complètement autre chose. Alors c'est la loi des grands nombres, ces enquêtes, elles ont pour but de mesurer des flux. Pourquoi ? Pour dimensionner effectivement les services, puisque ça reste une contrainte importante pour les transporteurs d'être capables de mettre la capacité en face. Mais on ne se rend pas du tout compte à quel point les individus sont multimodaux. Et je pense que vous-même, si vous y réfléchissez dans vos comportements, vous êtes sans doute dans des activités où vous n'avez pas du métro boulot dodo tous les jours, vous faites plein de choses différentes, mais vous vous rendez compte, si vous regardez, que dans une semaine, vous avez utilisé plein de modes de transport, plein de modes de déplacement. Alors, prenons en compte cette multimodalité, raisonnons effectivement offre de service globale au sens service de mobilité et cherchons le prix adéquat pour cette mobilité urbaine. Et ça, je crois que c'est un élément très important si on veut développer du business model. Aujourd'hui, oui, toutes les expériences de nouveaux services de mobilité sont intéressantes. Elles montrent qu'elles ont un marché, qu'il y a quand même des individus qui le font. Attention, on reste quand même dans des marchés de niche. Ce sont des tout petits marchés par rapport au flux de déplacement. Je vais prendre l'exemple de Vélove à Lyon, puisqu'il faut bien qu'on dise qu'on a fait Vélove avant Vélib. Il faut le rappeler. Bon, c'est un service de vélo qui marche très bien. Je crois qu'on doit friser les 30 000 locations par jour, pas loin maintenant.
60 000 usagers, effectivement. Si on prend ce service-là, c'est bien. Bon, on dit c'est un succès quand même sur Lyon, c'est merveilleux. Mais c'est quoi? C'est même pas 1% des déplacements de l'agglomération lyonnaise. Hein, l'agglomération élargie, l'enquête ménage nous dit qu'il y a 7 millions de déplacements par jour. C'est quoi 30 000 locations de vélos? C'est ridicule. Donc, n'oublions pas ces éléments fondamentaux, hein, qui sont qu'il y a une majorité de déplacements qui vont être faits en voiture, en transport collectif, à pied, etc. Et regardons bien cette évolution des comportements, parce qu'à mon avis, on a bien sous-estimé ça. Et à partir de là, on pourra penser business model. Pour le moment, la plupart de ces services, autopartage, même Vélov, covoiturage, il n'y a pas de business model pour le moment. Hein. Alors il est public. Effectivement, on est dans la logique, si le public paye, il n'y a pas de problème, il y a un business model. Bon, c'est comme pour les transports collectifs d'ailleurs. Alors, justement, pour rebondir et continuer sur ce point que vous avez évoqué sur la notion de service global de mobilité intégrant tous les services multimodaux, j'ai envie de poser la question ensuite à Bertrand Billot de Kizio. Comment une société comme Kizio, qui justement s'intègre, agrège un peu, à vocation agrégée à travers votre développement de calculateur itinéraire, tous ces services de transport multimodaux, quels sont quelque part, d'un point de vue cette fois plus technique, plus technologique, les principaux enjeux de développement d'une solution multimodale? Alors Kizio, c'est la filiale de Keolis, qui est lui-même la filiale du groupe SNCF. Donc on vient du transport public. Aujourd'hui, on fait de la mobilité au sens large, donc tout type de mobilité. On a commencé assez tôt avec les centrales de mobilité. Vous savez, les régions en fait, ont vocation à organiser les transports sur leur région. Donc c'est le cas du STIF en Ile-de-France, mais dans toutes les autres régions aussi. Donc on travaille beaucoup avec les régions et on a commencé en 2007, si mes souvenirs sont bons, à faire ces centrales de mobilité pour agréger, c'était un début, et faire du multimodal en agrégeant du TER, de l'urbain, de l'interurbain, des cars, enfin différents types de modes de transport, grâce à un logiciel en fait qui s'appelle Navicia, et qui aujourd'hui est en open source. Et ce logiciel-là permet de faire du calcul d'itinéraire multimodal et tout un tas d'autres choses autour de l'information voyageur. Donc ça, c'était le début avec les centrales de mobilité. Le STIF, c'est via Navigo, si vous l'utilisez en Ile-de-France. Aujourd'hui, en fait, on est confronté, c'est un problème de riche. Il y a toujours une complexité qui arrive, c'est qu'il y a toujours des nouveaux modes. Il y a la glisse urbaine, on voit émerger l'overboard, les solo wheels sur les zones où il y a des trottoirs larges. On voit tout un type de modes émerger et il faut pouvoir adresser tous ces modes. Pendant très longtemps, on a parlé de la voiture. Aujourd'hui, il y a plein de façons de consommer la voiture. Il y a l'autopartage, il y a le covoiturage, il y a l'autosolisme. Enfin, donc, il faut pouvoir intégrer toutes ces mobilités. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est une des choses sur lesquelles on s'attelle régulièrement chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue la technologie ne résout pas tout. Je suis assez d'accord avec je partage totalement ce qui a été dit auparavant sur ce côté humain, cette connaissance en local qui manque parfois aux entreprises de la Silicon Valley qui ont des modèles rodés, qui fonctionnent très bien à San Francisco, mais qui vont peut-être avoir plus de mal à fonctionner dans une autre ville française. Donc la technologie ne résout pas tout. En revanche, ce qui est intéressant, nous on a pris un virage il y a 3 ans. On a décidé d'ouvrir Navicia, donc de mettre Navicia en open source. Donc ça veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut voir le code source, comment est-ce qu'il est fait, peut le réutiliser. C'est le cas de plein d'acteurs, pas que des acteurs du transport d'ailleurs, des chercheurs aussi. Peut-être qu'il y a des gens chez IRT Systemix qui vont se pencher là-dessus. Donc non seulement le réutiliser, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est les gens qui contribuent. Et ça, c'est important dans un écosystème où c'est de plus en plus complexe, de pouvoir partager en fait l'innovation et les risques, et d'avoir d'autres acteurs qui planchent sur les mêmes sujets que nous et qui essayent de corriger des bugs ou d'améliorer Navicia avec nous. Donc ça, c'est un point important, ce côté open source. Donc l'open source, c'est sur la partie logicielle. Nous, notre modèle, on a un modèle de plateforme, comme Uber, comme Blablacar, comme plein de boîtes. Et ce modèle de plateforme, il repose sur des algorithmes, le logiciel. Il repose aussi sur les données. Donc l'autre mouvement qu'on pousse aussi, c'est l'open data. Donc l'open data, on en parle de plus en plus. Ça permet aussi de mettre à disposition une autre ressource qui est la donnée. Si vous avez que le logiciel, ça ne sert à rien. Vous avez le moteur, mais vous n'avez pas l'essence pour faire avancer la voiture. Donc le logiciel, les données, c'est 2 points importants.
de ce modèle de plateforme. Et donc, quand on a ouvert les deux, le logiciel et les données, on peut faire ce qu'on appelle des API. Donc, on a monté une API qui s'appelle navicia.io. C'est un site web, vous pouvez aller voir. Il y a un hub de données open data du monde entier. Il y a 400 jeux de données. Et vous pouvez utiliser directement le logiciel, les web services pour faire du calcul d'itinéraire. Donc ça permet de créer des usages, à la fois de petits développeurs chez eux qui sont talentueux et qui vont faire des super trucs, à la fois des startups aussi qui vont pouvoir se monter, à la fois des chercheurs, à la fois des grosses boîtes, donc plein de gens d'usage. Et donc du coup, nous, ça va nous mettre en relation avec tous ces acteurs. Pas forcément pour faire du business, pas tout le temps, même très peu, mais parfois, oui. Donc du coup, c'est intéressant de penser la techno et finalement les ressources, la data ou le logiciel, de façon plus ouverte et plus collaborative. Et moi, la vision qu'on a, nous, c'est justement d'aller sur ces modèles ouverts où ça sera de plus en plus facile d'utiliser et d'interfacer des API les unes avec les autres. On parle aussi beaucoup de SDK, les Software Development Kit. C'est des petits modules qui vont permettre d'encapsuler du calcul d'itinéraire dans une appli comme Yelp, par exemple, qui va vous donner les bons plans à Paris. Et puis après, vous saurez comment y aller. Voilà. Donc c'est la dimension open qui est importante, je pense. Alors, pour poursuivre, un des points, je pense, Fontour dira, je pense pas, c'est un des points difficiles, un des enjeux dans le développement de solutions d'agrégation, solutions de mobilité qui agrègent les différents services de mobilité, pardon. C'est comment intégrer de manière pertinente les transports en commun avec le covoiturage. Je pense que ça, c'est des choses dont on a pu discuter lors de la préparation de nos échanges. Et du coup, ça m'amène à Frédéric Ville. C'est déjà la première question qu'on a envie de vous poser avant que vous expliquiez en quoi, selon les enjeux, les difficultés d'intégrer les solutions de covoiturage avec les solutions de transport en commun. Déjà, la première question, c'est pourquoi une société comme la SNCF a décidé de se lancer dans le covoiturage? Parce qu'on voit que c'est quelque chose aussi c'est un marché qui est difficile, c'est fortement concurrentiel, on a parfois des difficultés à trouver des business models qui sont favorables, quand bien même ça répond à des offres qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par des transports en commun. Donc la première question, c'est pourquoi la SNCF a décidé de se lancer dans ce genre de service? Oui, effectivement, Idevroom, donc c'est le service de covoiturage au quotidien qui est 100% SNCF. Pour vous représenter un petit peu ce que ça fait, nos utilisateurs font des trajets de 35 km en moyenne. En moyenne, 3 fois par semaine. Donc il y en a qui le font très occasionnellement. Et d'autres assez régulièrement qui partagent des trajets vers le bureau toutes les semaines, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Voilà ce qu'on est très différent d'un opérateur de covoiturage longue distance où vous prenez un covoiturage pour aller à l'autre bout de la France, ça vous fait 300, 400 km. Vous allez payer en carte bleue parce que de toute façon, vous n'allez pas revoir votre interlocuteur et après, c'est terminé. Dans le covoiturage du quotidien, souvent, il y a une relation plus régulière qui s'instaure ou pas quand c'est très occasionnel et là, ça va vraiment chercher dans la dernière minute. Donc ça, c'est notre service. Pourquoi SNCF a décidé de s'y lancer? Ça a été dit plusieurs fois déjà, mais c'est vraiment notre point de départ. SNCF, c'est un service de mobilité qui a pour ambition de proposer la meilleure solution de mobilité aux utilisateurs là où il y a du besoin. Et là où il y a du besoin, il y a des flux de mobilité denses. Alors là, on met un TER, on met un RER, on met un métro, un bus quand c'est un petit peu moins. Et puis quand ça devient régulier, avec déjà pas mal de personnes qui font les mêmes flux, mais finalement, c'est pas rentable d'installer un bus toute la journée ou même avec une fréquence de 2 fois par jour ou quelques fois par jour, parce que finalement, ça devient moins intéressant d'avoir à attendre le passage du bus parce que ça ne répond plus aux besoins de l'utilisateur. Donc dès lors qu'on arrive dans ces zones moins denses, finalement on se dit partageons quand même les trajets et la meilleure façon de les partager, c'est d'aller chercher déjà les trajets qui sont existants. Et ça, c'est le covoiturage. Donc on est dans un cadre strictement légal qui est de partager des trajets existants et on partage les frais de ces trajets. Donc voilà pourquoi SNCF se met dans le covoiturage. Et
un premier exemple pour aller directement sur la question de la complémentarité avec les transports en commun et aussi faire le lien avec cette question économique. Dans le cas des propositions de covoiturage en accord avec Transilien lorsque les lignes sont en travaux. Lorsque, par exemple, on est obligé de couper une ligne de RER en été pour faire des travaux. Et du coup, on propose aux utilisateurs de covoiturer pendant cette période-là. On atteint des taux de mise en relation de personnes jusqu'à des fois un trajet proposé sur 2 qui est covoituré. Donc on crée de la densité d'usage sur des fonctions bien ciblées. Et là, mettre en relation des personnes pendant 1 mois parce que la ligne est en travaux, ça ne coûte pas 1 à 2 millions d'euros comme pourrait le coûter des bus de remplacement. Donc là, en termes d'économie, on est vraiment on a réussi à proposer une solution qui coûte moins cher à la collectivité et qui remplit un certain besoin. On n'a pas la prétention de dire que ça répond à 100% des besoins, mais manifestement, ça remplit un certain besoin puisqu'il y a beaucoup de trajets covoiturés. Et on a réussi à faire des économies à la société. Donc ça, c'est un premier exemple dans lequel ça s'insère en termes de solutions de remplacement. Et puis, donc, ça illustre aussi les cas d'usage qu'on a, nous. Typiquement, en Ile-de-France, on est sur seconde couronne, voilà, sur des trajets transversaux qui sont, sinon, ou impossibles ou beaucoup plus complexes à réaliser en transport en commun. Donc, et on observe que les utilisateurs sont juste pragmatiques et choisissent la solution qui leur convient. C'est-à-dire que ceux qui ont covoituré pendant que la ligne était en travaux, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Quand la ligne revient, Transilien les retrouve à nouveau en tant qu'utilisateurs sur leur ligne. Parce qu'à cet endroit-là, le RER ou le Transilien était plus intéressant pour eux. Si en revanche ils ont affaire à une transversale qui est moins bien desservie ou qui leur prendrait peut-être 1h30 en transport en commun et 30 minutes en voiture, et bien ça ne sert à rien d'aller leur proposer impérativement d'aller prendre le RER en passant par le centre de Paris. Donc voilà comment on s'insère. Et pour ce faire, nous, notre posture à ID-Vroom, ça a vraiment été de créer cette verticale du covoiturage, c'est-à-dire le lieu où on fait se rencontrer les utilisateurs qui proposent des voyages, des trajets et ceux qui ont besoin de trouver des personnes qui peuvent les emmener, et de mettre ça à disposition de tous ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'on s'interconnecte avec des interfaces, donc on a des API très simples d'intégration qui peuvent être utilisées via Navigo, par les calculateurs régionaux. On est également intégré dans un certain nombre de régions, puisqu'on est présent sur toute la France, et aussi qui s'intègrent avec le monde de la voiture. Parce que la spécificité, finalement, ça aussi, ça a été un peu effleuré tout à l'heure, la spécificité des collectivités, c'est que souvent, ceux qui font la route sont très différents de ceux qui font les transports en commun. Et si vous proposez du covoiturage via uniquement des systèmes d'information de transport en commun, vous allez avoir beaucoup de demandes et finalement très peu de propositions de trajet. Et nous, ce qu'on a fait, et c'est une spécificité d'ID-Vroom au sein des opérateurs de covoiturage, c'est vraiment d'aller s'interfacer avec le monde de la voiture, le monde du transport en commun, les régions en particulier, dans les endroits où c'est moins bien desservi, parce que c'est là que ça va être le plus utile. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des gens prennent leur voiture pour aller au travail. Ouais, voilà. Enfin, l'enquête nationale transport-déplacement, c'est 75%, donc elle date un peu, donc j'imagine les chiffres. Et le coût d'usage de la voiture baissant, parce que le prix du pétrole baisse, parce qu'on va sortir des voitures hybrides rechargeables ou des voitures électriques, l'usage de la voiture va augmenter. Voilà, donc c'est peut-être à rebours de tout ce que l'on entend, mais l'usage de la voiture va augmenter. Donc le vrai enjeu, si on revient au sujet du MaaS, ça va être de comment est-ce que je mobilise l'offre privée et que je la coordonne avec une offre publique de mobilité. Et c'est ça le vrai enjeu. Si on reste sur les offres de mobilité, on va dire actuelles, du type transport en commun, vélo libre-service, autopartage, etc., OK, on va simplifier la vie de l'utilisateur qui ne s'inscrira qu'une seule fois, qui aura sans doute une seule facture, etc. And so what? Très bien pour lui. Pour les opérateurs, ça peut augmenter le nombre de clients. Mais comme c'est des services qui sont bénéficiaires, ça réduira sans doute un peu le déficit public, mais j'en suis pas convaincu. Voilà. Le vrai sujet, c'est comment j'intègre la voiture individuelle à tous ces services. Voilà. Ça a été l'enjeu d'Optimode, où on a dit,
Voilà, on constate le fait que les 3/4 des gens utilisent leur voiture pour aller au boulot, donc il faut s'adresser à eux. Donc il faut intégrer la voiture dans les systèmes d'information multimodaux. Voilà, je ne vends pas de Coca en parlant de Pepsi. Donc il faut que je me parle aux utilisateurs de la voiture et que je leur serve ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent prendre leur voiture, ok, mais il n'y a pas que ça. Et donc on présente les alternatives. Ça, je crois que c'est un point important en termes d'information multimodale. Donc il faut avoir des calculateurs d'itinéraire qui soient capables d'intégrer la voiture. Et ils sont peu nombreux aujourd'hui en France. Pour moi, il y en a 2. Et ensuite, en termes de tarification, c'est vrai que là, on est sur d'autres champs. C'est-à-dire, en clair, de tarification ou de contraintes mises sur la voiture. Si on ne met pas des contraintes sur la voiture, il n'y a aucune raison, que les choses évoluent. Voilà. Donc les contraintes, ça peut être, je réserve des voies pour le covoiturage et donc je tape sur la voirie disponible. Et là, comme les gens veulent du temps de parcours, c'est un puissant incitatif pour covoiturer. Voilà, ça, c'est pas un exemple. L'autre exemple, c'est ce que font les villes en Suède et en Norvège depuis très longtemps, où ils tarifient l'usage de la voiture sur un impôt, enfin c'est une taxe à l'usage, on va dire, donc c'est un peu comme un péage, à l'usage, et une base très large et un tarif très faible. L'inverse de ce qu'a fait Londres. Et si vous faites ça, vous rééquilibrez le coût d'usage de la voiture, et derrière, ça vous permet de dégager des ressources pour financer des alternatives. Si on ne fait pas ça, bon, le MaaS va rester un truc intéressant en termes marketing, etc., mais sociétalement, je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Alors, pour poursuivre un peu sur ce que tu dis, Jean, et j'aimerais continuer un peu sur le sujet business model du covoiturage, parce que alors, j'aimerais témoigner un peu, parce que je ne peux pas me contenter d'être animateur, c'est plus fort que moi. En fait, je vais témoigner mon expérience un peu que j'ai eue récemment à travers une discussion que j'ai pu avoir avec une start-up qui s'appelle Caros, certainement que certains d'entre vous connaissent. Et en fait, j'ai essayé d'utiliser le service Caros, qui propose du covoiturage de proximité, courte distance. Et donc moi, il se trouve que j'ai un véhicule, je viens ici en véhicule, et je me suis dit, bon, je vais essayer Caros, j'habite à Paris, je pense que je suis plutôt quelqu'un qui est un bon client pour Caros pour emmener des personnes. Donc je me suis connecté. Évidemment, j'ai eu beaucoup d'offres d'étudiants polytechniques, HEC, qui souhaitaient que je les emmène sur le plateau de Saclay, profiter de mon véhicule. Et après, là où c'était un petit peu plus compliqué, et pour vous dire, j'ai fait part de mon témoignage à Caros, pour vraiment leur faire comprendre un peu d'un feedback utilisateur. Et là où c'était un peu plus compliqué pour moi, c'est que il fallait que j'aille les chercher à 500 mètres de chez moi, à une heure précise, pour gagner 1 euro. Et donc au final, voilà, c'était une somme de plein de petites contraintes qui m'a fait dire, au final, mais ça ne m'intéresse pas, je ne gagne pas suffisamment, et même si on me dit un indicateur qui me dit à la fin du mois j'ai gagné 30 euros, quelque part, 30 euros pour moi, ça compense pas en fait les contraintes au quotidien que je peux avoir. Et puis même si c'est vrai que c'est toujours agréable de rencontrer des gens, voilà, on n'est pas... je pense ça dépasse pas encore, on n'est pas encore au stade de dépasser les contraintes d'utilisation et d'adhésion à ce genre de service. Donc c'est un petit témoignage dont j'ai fait part à Caros, et vraiment je me suis posé la question, et puis je leur ai posé la question, et je la pose à mes comparses, de vraiment les réflexions qu'il peut y avoir sur un business model vertueux, mais vertueux pour tout le monde, qui va inciter les propriétaires de véhicules à s'intégrer dans cette boucle pour créer un effet d'échelle, un réseau, et voilà, qui fait en sorte que ça puisse être tout simplement vertueux et que ça puisse fonctionner, quoi. Ouais, moi, j'ai envie de dire 2 choses là-dessus, puis peut-être effectivement Bertrand aussi. Mais la première, c'est que, en effet, c'est vrai que pour beaucoup de monde, et notamment ceux qui s'achètent les voitures électriques, les grosses voitures, etc., mais pas que, pour des cadres, la contrainte générée par attendre quelqu'un et aller le chercher, il est pas toujours, ça vaut pas toujours le coup de l'économie réalisée, puisque, encore une fois, on ne fait que partager les frais. Il y a 2 choses qu'on peut faire à ça. La première, c'est précisément comme ça a été juste suggéré, c'est-à-dire de combiner le transport en commun et le covoiturage. Et donc sur Idevroom, par exemple, on peut vous faire des propositions de covoiturage aux passagers en lui disant comment aller rejoindre son conducteur en transport en commun. Donc, et pour ça, on interroge les systèmes publics et les moteurs officiels sur l'Île-de-France typiquement. Et donc, on va pouvoir dire aux fameux étudiants de Polytechnique, va rejoindre ton conducteur à tel endroit, ce sera sur son trajet. Et là, il n'aura pas de détour à faire. Donc, ça, c'est une première piste, parce qu'il aura été chercher un covoiturage. La deuxième piste, c'est de faire exactement la même chose, mais vu de l'information en transport en commun. Donc là, Bertrand parlera peut-être.
Et puis, enfin, pour ces raisons aussi, on a mis en place depuis novembre dernier des lignes de covoiturage. Et ça, c'était une expérience très intéressante. On l'a fait à partir de novembre dernier, entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que voilà, SNCF a un TER entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Mais ça ne va pas cannibaliser le TER, parce que les gens qui vont prendre le train, ils ont voilà, une approche de la gare. Et ça leur est, comme en Ile-de-France, finalement, assez pratique pour eux. Et c'est leur meilleure solution pour rejoindre leur travail à Lyon ou dans la banlieue de Lyon. En revanche, on le sait, il y a un flux d'auto sur la 43 et c'est embouteillé tous les matins et tous les soirs. Et là, on a plutôt envie d'aller chercher des gens qui sont tout seuls dans leur voiture et de leur dire covoiturer. Et donc, notre partenaire Area a développé des parkings relais où les gens vont se retrouver. Et sur la ligne de covoiturage, il y a 8 points définis. Et là, on ne se pose plus la question de est-ce que je vais faire un détour pour aller chercher mon passager ou est-ce que je vais faire un détour pour aller chercher mon conducteur. On a organisé comme une ligne de bus, sauf que c'est du covoiturage. On vient à la station de covoiturage, à l'aire de covoiturage, on pose sa voiture, on monte dans la voiture de son conducteur qui nous dépose côté Lyon, soit à Mermoz avec l'interconnexion avec le métro, ou bien à la gare où il y a également métro, bus, d'autres systèmes de transport si c'est nécessaire pour rejoindre votre bureau. Donc on a cherché de créer cette interconnexion à la fois physique au sens de l'aire du point d'arrêt finalement, et dans l'information. Et sur cette ligne de covoiturage qui s'appelle Pop and Room, on a constaté de la mise en relation et des covoiturages créés bien plus rapidement, c'est-à-dire quelques jours après finalement l'ouverture, il y avait déjà des gens qui ne se connaissaient pas et qui covoituraient sur cette ligne, alors que sur un système classique, ça peut prendre effectivement beaucoup plus de temps du fait de la dispersion. Voilà. Donc maintenant, on est capable de lancer des lignes de covoiturage assez rapidement, de façon très flexible, quand ça répond à un besoin où il y a un flux de mobilité. Ce n'est pas la panacée, évidemment, ça répond à des axes très fréquentés, mais ça, c'est une solution qu'on peut mettre en place facilement. Oui, si quelqu'un veut témoigner sur ce point-là, Jean. Ouais, je connais bien ce projet-là, oui, pour avoir participé au montage, mais dans une autre maîtrise d'ouvrage. En fait, sur le covoiturage, donc, pour intégrer ça à une offre, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs points courte distance qu'il faut avoir en tête. Un, il faut qu'il soit effectivement connecté à le reste de l'offre de transport, donc notamment en transport public. Deuxièmement, ça ne peut pas se faire partout, ça doit se faire sur des origines-destinations où il y a suffisamment de flux. Donc la 43, c'est 100 000 véhicules jour, donc là, effectivement, on a des chances de trouver du monde. Et c'est pour ça aussi peut-être que sur le plateau de Saclay, c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout la même densité de véhicules. Donc du coup, les appareillements sont plus compliqués. Troisième point, je pense que c'est important, comme ça vient d'être souligné, il y a une telle dispersion des origines-destinations, des heures de départ, d'arrivée, etc. Trouver chaussures exactement à son pied, ce sera juste impossible. Donc il faut quelque chose qui soit de temps réel et il faut avoir de la masse. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est la difficulté qu'auront des boîtes comme Caros et d'autres, c'est que tant qu'ils s'appelleront Caros, ils n'auront jamais la masse. Voilà. Donc il faut être connu. Vous appelez pas Google ou RATP à Paris, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Moi, je pense que c'est la grande personne de Caros dans la salle. Peut-être, mais je pense que c'est très compliqué. Je l'aurais déjà dit, mais ce n'est que mon avis. Mais voilà, je pense que c'est très compliqué pour les. Si on veut développer ça en propre, il faut s'appuyer sur une marque. Et dernier point, il faut avoir une offre garantie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en covoiturage si on n'est pas sûr que le gars soit là et que le retour, on n'est pas sûr d'avoir une solution. Donc il faut garantir l'offre. Et pour ça, ça interpelle le modèle économique. Et moi je pense, et c'est ce qui a été développé par Transdev avec FleetMe, il faut payer les gens, il faut les rémunérer dans le cadre de la loi, donc c'est une indemnisation, c'est pas autre chose, pour qu'ils assurent un service de covoiturage de telle heure à telle heure. Sur A43, j'allais dire, là où ça va en plus bien marcher, c'est qu'A43 est à péage. Donc là, tout de suite, vous voyez, comme il y a un péage, vous payez 7 € aller-retour, je vais autant vous dire, fois 20 jours de travail, ça fait 140 €, vous en économisez 70 par mois, ça commence à faire, ça fait pas loin de 1 000 € par an. Donc tout de suite, je pense que ça, c'est un point important. Et dernier point, pour rebondir sur ton exemple, Charles, je pense que ça dépend de la valeur du temps. Ta valeur du temps à toi est très élevée. Je pense qu'un smicard a une valeur du temps un peu moins élevée, sans que ça soit péjoratif. Et donc, pour lui, un budget de 40 ou 50 € par mois, c'est pas rien. Voilà. Et donc, la contrainte de faire un petit détour pour aller choper quelqu'un, il la prendra sans doute de manière plus facile. Et donc, je reviens à ça. Le MaaS, ça doit s'intéresser et s'adresser à tout le monde. Si on veut vraiment changer
le système de mobilité et les comportements, parce qu'il y a des marges de manœuvre. Le taux d'occupation de la voiture au domicile-travail, c'est de 1 en France, en Europe. C'est partout pareil. Et la moitié des déplacements en voiture en ville font moins de 3 km. Voilà. 3 km, ce n'est pas la zone de pertinence de la voiture. Donc il y a des marges de manœuvre. Pour ça, il faut développer des incitatifs. Juste pour illustrer, puis sa parole, je ne vais pas monopoliser la parole, mais effectivement, la garantie retour, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, on l'a mise en place de 2 façons. On l'a mise en place pour les gens qui covoiturent régulièrement dans un partenariat avec Europe Assistance, où là, on dit, si vous covoiturez régulièrement, on va vous offrir le retour avec une franchise de 10 €, mais le jour où vous avez un enfant malade à aller chercher à la crèche en pleine journée, le jour où vous avez un dégât des eaux qui vous oblige à rentrer chez vous, etc. Donc on a défini des occurrences difficiles de la vie de tous les jours qui auraient pu sembler des freins à se mettre au covoiturage au départ, Europe Assistance a accepté de garantir. Et puis il y a d'autres endroits où on a d'autres systèmes pour la garantie retour. On peut aussi travailler avec le train, on peut aussi travailler avec la densité, puisqu'effectivement c'est le cas, c'est ce qu'on fait dans le cas de la 43, puisqu'on a suffisamment d'abonnés à cette ligne pour qu'on puisse proposer des conduites alternatives en cas de besoin. Moi j'ajouterais, alors, il y a un truc important, je trouve, dans le numérique, c'est l'audience. Donc ça reprend un peu ce que disait Jean. Si vous vous appelez Idevroom, Blablacar, vous avez probablement plus d'audience qu'une petite boîte de covoiturage moins connue. Donc en termes d'audience, les API, ça aide à être sur plein de sites. Et par exemple, Idevroom, vous le trouvez sur l'appli Idevroom, et vous le trouvez aussi sur l'appli des transports en commun de Bordeaux, de telle ou telle région, de Transilien. Donc voilà, donc du coup, plus vous allez voir l'offre, plus vous aurez des chances d'avoir des gens de faire grossir cette masse critique en fait. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est pour ça que c'est important d'être présent dans plusieurs applis et pas que dans une appli. Et l'autre point qui peut être intéressant, c'est on est en train de travailler en ce moment avec la région Île-de-France, le STIF, sur comment est-ce qu'on peut faire une méga API covoiturage avec tous les covoitureurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est obligé de faire, on a intégré l'API Idevroom, on a intégré l'API Blablacar, on a intégré l'API Boogie, puis on peut continuer comme ça, parce qu'il y en a 15, 20, 30 peut-être. Donc plutôt que de faire de l'intégration à chaque fois des connecteurs pour s'interfacer avec chaque API, l'idée c'est d'avoir peut-être un standard commun. Et demain, peut-être aussi une place de marché commune, où on va avoir une méga offre. Alors si c'est porté par le STIF l'Île-de-France, vous comprenez bien que tout de suite, il y a de plus gros enjeux business qui sont derrière. Donc ça pourrait aussi être intéressant. Aujourd'hui, on est obligé de passer d'une appli à une autre pour avoir toutes ces offres et faire son choix. Peut-être que demain, ça facilitera aussi le développement du covoiturage, d'unifier et d'avoir des choses, de rassembler. Voilà, exactement. Oui, pour aller un peu dans le même sens, je pense que il est important effectivement qu'il y ait une visibilité forte vis-à-vis de la clientèle potentielle. Je pense que l'un des problèmes sur lequel on a très peu de données, et ça chacun garde ses données dans l'ère de l'open data, qui sont ces covoitureurs, d'où viennent-ils, quelle fréquence covoiturent-ils, puis à la limite à quelle fréquence sortent-ils du système, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont insatisfaits aussi. Alors, lié au défaut du système, lié aux contraintes, le fait d'attendre éventuellement quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, on a des profils bien spécifiques. Et je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut pas raisonner, là encore, un service public ouvert à tout le monde. On est sur des marchés de niche. Il faut segmenter ces niches si on veut arriver effectivement à développer les choses. Après, l'idée d'avoir un portail unique qui permettent effectivement de rassembler ces diverses choses. Alors, ça ne va pas dans le sens aujourd'hui de l'explosion des startups et de toutes les applis, etc. Mais moi, je suis désolé d'avoir 20 applis qui donnent l'information multimodale sur Paris. Je ne vois pas à quoi ça sert. Mais bon, à mon avis, dans quelques temps, il n'y en aura plus que 2-3 au maximum. Il y aura une concentration qui se fera par réputation, par satisfaction. Alors, c'est un processus d'élimination naturelle. Tant pis pour ceux qui ont perdu. Mais je crois qu'il faut penser à cet élément-là. Le covoiturage, c'est quand même une contrainte dans l'utilisation. Vous l'avez expérimenté par vous-même. Est-ce que ces covoitureurs, c'est des gens qui font ça depuis 3 ans? Vous en avez des gens qui covoiturent depuis 3 ans et qui prennent des gens. Est-ce que c'est les mêmes voilà.
Bon, s'il faut en arriver à payer les conducteurs, donc c'est une ubérisation déguisée que tu nous proposes, on va être dans un autre modèle encore. C'est-à-dire que la rentabilité du système, ça va être quand même très très compliqué à travailler. On est prêt à partager effectivement ce genre d'éléments. Pour en dire juste 2 mots, on a effectivement des profils très différents entre des gens qui covoiturent ensemble depuis plus d'1 an, dans une optique très stable, toujours les mêmes 3 jours chaque semaine quand ils travaillent tous les deux, etc. Et puis des gens qui covoiturent de façon juste pendant 1 semaine ou 1 mois parce qu'il y a un stage ou il y a un déplacement sur la semaine dans l'autre ville, entre Nantes et Angers par exemple, ou des choses comme ça. Donc oui, c'est des choses qui existent. Effectivement, on apprend et c'est des comportements qui sont encore en train d'évoluer. Tant mieux, c'est aussi significatif que le marché continue de bouger en fait. Mais je pense que là-dessus, on est en pleine recherche. Donc, à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects modèles économiques. Donc, il ne s'agit pas d'ubériser, il s'agit juste d'avoir une offre garantie avec une indemnisation, parce que tu ne vis pas avec 40 € par mois. Donc, voilà. Oui, donc c'est du partage de frais, mais là, qui est garanti quelque part par le système. Et qui permet d'avoir une offre sûre, c'est-à-dire dans une optique de dire entre 8h30 et 9h30, à tel endroit, toutes les 5 minutes, vous aurez une voiture qui s'arrêtera. Voilà. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des lignes de covoiturage et l'économie peut aussi se trouver dans un allègement de transport public qui sont aussi fort coûteux pour la collectivité. Donc il peut y avoir des modèles économiques. Je sais que sur Lyon, on les avait testés, notamment sur Bourgoin, Jailleux-Lyon. Et il y a un gisement, il faut le creuser et il faut expérimenter. Ça, je pense que c'est vraiment important, il faut expérimenter. Et la condition, c'est vraiment, je le répète, c'est le temps réel et s'adosser à une marque de transport. C'est-à-dire que Caros peut avoir un super système, mais il faut qu'ils acceptent d'être en marque blanche, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne s'appelleront plus Caros, ils s'appelleront TCL, Transport en commun lyonnais, ou RATP, je ne sais pas quoi d'autre. Mais voilà, ils délivreront le service. Qu'importe pour eux, ils font leur business. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. L'autre point là-dessus, il faut vraiment qu'on travaille avec les constructeurs automobiles. Le monde de l'automobile, il a des clés énormes. 100% des véhicules de Peugeot et Renault seront équipés depuis GPS et GSM en 2018. 100%, c'est la moitié du parc automobile français. 200 000 véhicules sur la région parisienne potentiellement. Vous imaginez? Donc ça veut dire que derrière, si je connecte ça avec une interface comme il va bien entre smartphone et les tablettes qui seront aujourd'hui, demain les tableaux de bord dans les véhicules, je peux avoir une info sur le trajet, où il passe, à quelle heure il va passer, et vous pouvez faire des demandes de covoiturage, vous faites juste toc, clic, j'accepte, et ça marche. Et dire, on en simplifie l'interface usagée. Si derrière on a le modèle économique, on peut avoir quelque chose vraiment qui peut faire décoller le service. Et je pense qu'il faut vraiment travailler avec les constructeurs automobiles. Ils ont la donnée, ils ont la marque Renault et Peugeot, c'est hyper connu. Voilà. Donc ils ont la donnée, la marque, le réseau de clients. Ça fait quand même beaucoup d'atouts. Hein. Voilà. Donc les constructeurs automobiles, à mon avis, sont au cœur du système sur la mobilité de demain. Voilà. Peut-être un commentaire sur ce point-là, la collaboration qui dit d'Evroom avec Renault. Oui, on ne peut qu'être d'accord parce que c'est précisément le pas qu'on a franchi. Nous, on est allé voir Renault et puis on travaille avec eux pour justement rendre le partage de trajet depuis le véhicule simple comme un clic, quoi, hein, de dire est-ce que vous voulez partager votre trajet, vous pourriez économiser 3 €. Et la démarche du conducteur, c'est le moins de contraintes possible. Donc il y a 2 façons de se mettre moins de contraintes. Il y a une façon qui est de la rejeter totalement sur les autres, c'est-à-dire sur le passager potentiel, qui dit il aura qu'à se mettre là où je suis au moment où je suis. Sauf que le passager, lui, sa démarche, c'est d'anticiper. Et donc finalement, par contre, il y a beaucoup de conducteurs, malgré tout, de bonne volonté. Ils ont envie de partager leur trajet, mais il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et le moment où ça marche bien, c'est donc quand j'ai mis mon trajet dans mon navigateur et que là, on puisse me dire voulez-vous partager votre trajet? J'ai juste à dire oui et on me propose quelqu'un s'il y a quelqu'un. Donc on est vraiment dans l'hyper-temps réel. Il faudra voir si ça rencontre la demande de passagers à ce moment-là. On peut penser que ça marche mieux en zone dense ou en zone où le passager ne va pas se préoccuper trop du retour, sauf si on est capable de lui garantir le retour, précisément comme ça a été dit, parce que le passager, lui, pour le coup, s'il part en covoiturage, il faut aussi qu'il puisse rentrer en covoiturage. Mais en tout cas, c'est la piste qu'on explore. Je voulais juste confirmer que j'étais un conducteur de bonne volonté, mais voilà, mais je ne veux pas subir trop de contraintes. Alors, j'ai pas une Renault, non, je ne citerai pas la marque qui n'est pas française, mais
J'ai juste en fait un besoin d'information complémentaire aussi pour comprendre ces systèmes. Et par exemple, sur les questions d'information multimodale, a-t-on vraiment une idée du volume d'utilisateurs de ces services? Alors, je pense que beaucoup ont été des expérimentations, des démonstrations, donc forcément, on est sur des échantillons un peu faibles. Connaît-on l'intensité d'usage de l'information multimodale, quelle fréquence, etc. Et puis, élément quand même qui me semble important, cette information est-elle efficace? C'est-à-dire, ces gens ont-ils changé de comportement? Alors, oui, tu pourras. Tu veux compléter? Alors, sur l'information multimodale, alors, il y a peut-être un point que je trouve intéressant, moi, c'est quand on fait un site web d'une centrale de mobilité, une application de la région X ou lambda, il y a les gens qui vont se connecter à ce site web, mais il y a des gens qui vont se connecter grâce aux API à d'autres sites. Donc je donne un exemple, par exemple la région Limousin. Il y a un site région Limousin, les transports dans la région Limousin, mais il y a aussi MAPI qui va venir taper sur le même système d'information. Et puis il y a peut-être aussi la ville du coin, enfin tout un tas de donc quand on agrège en fait tous les gens qui viennent taper sur le système d'information, ça commence à faire pas mal. Après, il y a une grande disparité entre l'Île-de-France où 50% des mobilités ont lieu en Île-de-France, donc c'est une grosse masse si on compare aux autres régions. Et puis l'urbain qui représente des plus gros volumes aussi par rapport à des zones où les transports sont moins présents. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point qui est intéressant, je trouve, on a fait une étude avec SNCF Innovation et Recherche il y a 1 an et demi sur l'analyse des traces de mobilité. Donc nous, grâce à Navicia et tous les systèmes qu'on opère pour les différents transporteurs, on connaît les origines destination, ce que les gens cherchent sur Internet ou sur leur appli mobile quand ils veulent se déplacer. C'est la même chose que Google. Quand vous allez sur Google, vous faites une recherche, il sait ce que vous cherchez à quel moment. Et on s'est posé la question, en croisant ces données-là de recherche d'itinéraire avec les données de validation, est-ce que les deux correspondaient? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que les gens font vraiment ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont cherché? Et les résultats qu'on leur a donnés, est-ce qu'ils les suivent en fait? Et on s'est rendu compte que oui, en fait. Et c'était très fortement corrélé, les deux. Et donc du coup, ça nous a permis de... On se demandait si on pouvait faire du prédictif. Et on s'est dit, oui, finalement, on peut prédire la mobilité. Comme la météo, plus on se rapproche de la date, on peut savoir qu'à tel moment, à tel endroit, il va y avoir beaucoup de gens. Donc il y a des signaux forts. Le Stade de France, par exemple, un match de foot, c'est sûr que là, on voit un gros pic. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les petits signaux faibles qu'on ne va pas forcément voir passer sur le radar et qui peuvent permettre d'anticiper, d'améliorer les services dans des gares, dans des stations. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à faire, même si pour le moment, ça reste pas encore industrialisé et que c'est encore de la recherche. Mais oui, ça commence. Alors, ce que l'on sait, c'est une enquête, c'est une enquête Kéoscopie de Transdev et puis Chronos qui n'a pas pu venir, mais qui aussi a des études sur le sujet. Un quart des gens pratiquent la multimodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent différents modes de transport suivant leurs contraintes, besoins au cours de la semaine. C'est différent de l'intermodalité où je conjugue différents modes de transport au sein d'un même déplacement. Donc on sait que c'est à peu près un quart des gens qui ont cette pratique-là. Sur les données des centrales de mobilité régionales, je serais plus prudent parce qu'en fait, elles ont des audiences extrêmement faibles. Pourquoi? Parce que 98% de la mobilité en France, elle est urbaine. Voilà, elle est locale. Ce qu'on appelle locale, c'est-à-dire que les déplacements font moins de 80 km pour 98% d'entre eux. Donc tout ce qui est au-delà est extrêmement faible. Donc on a effectivement des difficultés de connaissance. Sur Lyon, on avait fait des enquêtes usagées auprès de 2000 personnes, donc quand même relativement représentatif. Lyon, c'est 1,2 million d'habitants, l'agglomération. Quels sont les médias que vous utilisez pour vous déplacer? 1, Google. 2, le transport en commun lyonnais à égalité, 80%. Donc là, j'en reviens. On voit que la marque locale des transports publics est aussi connue que Google. 3, MAPI. Voilà, la voiture. Transport en voiture. Et derrière, tout le reste, ça s'écroule très très vite. Citymapper n'est même pas cité à Lyon dans les 25 premières applis. Ceci pour dire que ce qui se passe à Paris est très spécifique à Paris. C'est une ville mondiale, donc ne croyez pas que ce qui se passe à Paris devrait se passer ailleurs. Je pense que c'est un peu un problème français. On exporte souvent des problématiques parisiennes en province et ça ne nous aide pas forcément beaucoup. Voilà. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, il y a très peu de systèmes qui, pour ne pas dire pas, ou il y a peut-être Optimode à Lyon, qui intègre complètement la voiture en tant que mode à part entière
à côté des offres de transport. Et j'en reviens, il y a très peu de calculateurs qui savent faire ça. Donc il y a Google qui le fait. Et je pense que demain, on va aller vers ça, notamment si on veut faire du covoiturage et intégrer le covoiturage au reste des mobilités. Donc il faut que les calculateurs d'itinéraire soient capables de gérer la voiture de bout en bout, pas en rabattement, de bout en bout. Voilà. Et ça, il y a vraiment une place à faire, une place à prendre là-dessus. Il y a vraiment un travail à faire. D'autant plus que les données de trafic routier, elles sont encore largement insuffisantes. Donc les villes ont développé des systèmes d'information relativement puissants et relativement complets. Waze, en dehors de Paris, a très peu d'infos dans les autres agglos. Donc Waze vient voir les agglos en demandant les infos pour compléter. Ça aussi, c'est très parisien, mais ce n'est pas du tout le vrai en province. Donc aujourd'hui, sur Lyon, il y a plus d'infos sur le site du Grand Lyon que sur le site de Waze. Donc là-dessus, on a sans doute des synergies à jouer. La disponibilité des données par les constructeurs automobiles en masse va permettre de connaître très précisément ce qui se passe sur le trafic routier. On aura même les OD. Donc on a une masse de données potentiellement qui feront rêver un paquet de chercheurs et de gens qui font de la planification urbaine et des transports. Et ça, c'est à portée de main, je pense, dans peu de temps, d'ici 1 an ou 2. Et donc là-dessus, on va pouvoir travailler sur des bases beaucoup plus consolidées et réalistes pour construire des services qui soient vraiment adaptés là où il y a des besoins. Alors, merci Jean, le temps presse et a vite filé et je voudrais laisser quand même le temps à quelques questions. Voilà, comme il ne reste plus que 5 petites minutes, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le public pour mes comparses. Merci. Oui, alors je voulais juste apporter un témoignage pour quand on travaillait sur le plateau de Saclay, ici même dans les années 90, qu'on était militaire, hein, donc pas forcément fortuné. La solution c'était le stop et ça marchait super bien. Et finalement, ce que vous faites un petit peu, c'est un petit peu institutionnaliser, remettre ces modes de partage informels et dont j'ai l'impression qu'ils marchent moins bien. Alors, c'est peut-être psychologique, peut-être que j'ai plus tout à fait le profil de l'autostoppeur, donc du coup... mais je me demandais s'il y avait des leçons à apprendre effectivement de ces modes de partage informel qui nous ont animés autrefois, quoi. Oui, bien sûr. Or, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de statistiques sur le nombre d'autostoppeurs dans les années 90. Ce que disent certains acteurs, c'est qu'il y a plus de personnes qui font du covoiturage aujourd'hui que de personnes qui faisaient de l'autostop à cette époque-là, parce que ça a probablement été effectivement presque institutionnalisé. En tout cas, les bonnes idées qu'on reprend, nous, c'est précisément faciliter les points de rendez-vous, faciliter, grâce aux notifications sur les portables, toute l'information qui est je vais avoir 5 minutes de retard, j'envoie juste, voilà, c'est pré-programmé, j'ai juste à cliquer pour envoyer un petit message à mon passager ou à mon conducteur et éviter effectivement d'attendre 5 minutes sous la pluie dans le froid en plein hiver au bout du plateau de Saclay. Voilà, c'est des cas d'usage sur lesquels on essaye de s'inspirer, mais oui, il y a beaucoup de liens. Je pense qu'on a aussi tous changé un peu de profil, et là où et on retrouve les profils que Jean Coldefy exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très guidées par le besoin de partager les frais, et nous on en a dans nos utilisateurs, des gens pour qui 50 € par mois ou 100 € par mois, c'est 100 € par mois. Et quand vous avez un SMIC et une famille à faire vivre et 50 km pour aller travailler en voiture parce qu'il n'y a pas d'autres moyens dans votre région, là où vous habitez, c'est un vrai moteur. Il y en a pour qui c'est la convivialité. Et nous, et je rejoins aussi le sujet de l'Île-de-France, nous, en Île-de-France, quand on est des cadres supérieurs, on n'a pas du tout les mêmes motivations que beaucoup d'autres Français. Donc voilà, c'est juste le trait qu'il ne faut pas trop tirer, mais c'est vrai qu'on s'inspire aussi des modèles très classiques. Juste pour compléter, j'étais un grand autostoppeur quand j'étais plus jeune. Donc je pense aussi que la société a changé. C'est-à-dire qu'en fait, l'autopartage, le covoiturage, Blablacar, c'est une notion de confiance. Et c'est pour ça que ces plateformes marchent, c'est la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, le contraire de la confiance, c'est la peur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a nettement plus peur. Combien de parents envoient leur enfant seul à l'école dès le CE1, CE2 ? Moi, j'allais à l'école à pied, ça faisait 2 km, et je traversais un jardin public. Aujourd'hui, je ferais ça, mais on me dirait que tu es complètement fou. Donc je pense qu'on a changé aussi. Une autre question ?
Si vous permettez, je fais le juriste 2 minutes, le juriste politiste 2 minutes. Deux ou trois observations. La première est la suivante. On parle intermodalité, on parle interconnexion des services, globalisation du système, etc. Sur le plan juridique, en tous les cas, on va se heurter, on se heurte, je crois, d'ores et déjà à une difficulté qui tient au fait que les différents services qu'on veut mettre ensemble sont souvent régis par des règles différentes, qu'il est difficile donc d'homogénéiser, sans compter le fait que la loi sur les collectivités locales, enfin les lois sur les collectivités locales, imposent encore aujourd'hui que les services publics industriels et commerciaux soient chacun équilibré financièrement. Donc là, on a une autre difficulté. Voilà. C'est-à-dire, c'est les silos juridiques que je cherche à mettre en évidence là. Un mot sur la tarification. Précisément sur la tarification en tant qu'elle concerne le transport routier. Bon, c'est clair qu'elle n'est possible que si elle est expressément autorisée, parce que le transport routier, il est normalement libre. Et ensuite, il faut l'organiser. Il faut là aussi que la loi permette de l'organiser. C'est-à-dire tous les systèmes très inventifs que l'on crée aujourd'hui, de tarification, je ne sais pas, l'évitement, les systèmes de péage urbain et tout ce que l'on voudra, ça ne peut, en règle générale, être mis en place que si c'est permis par la loi expressément. C'est-à-dire que là aussi, on risque d'être obligé de faire preuve d'invention, de passer par le droit. Je crains bien qu'on soit obligé de passer par le champ législatif. Alors enfin, un mot sur le covoiturage. Alors, plutôt une observation d'ordre de la gouvernance, quoi. Le covoiturage est extraordinaire à contempler, en ce sens que c'est, en un sens, une privatisation du transport collectif, mais quand on vous écoute bien, on se rend compte qu'elle ne peut prospérer qu'avec l'intervention de l'autorité publique, qui va permettre d'installer ici des stations de covoiturage, éventuellement qui va permettre d'utiliser ces réseaux de transport existants comme relais de covoiturage, qui va mettre en place les réglementations de la circulation qui le permettent, ou en tout cas qui n'empêchent pas, etc. C'est un paradoxe qui, à mon avis, n'est pas du tout original, parce que il traverse la plupart des évolutions de la ville intelligente dans les rapports publics-privés. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que, je le disais, il faut mobiliser l'offre privée. Okay, donc c'est du transport collectif individualisé ou du transport individuel collectif comme on voudra, mais il faut mobiliser l'offre privée, c'est vraiment l'enjeu de demain, puisque les systèmes entre guillemets de transport public ne pourront pas gérer de manière efficiente, c'est-à-dire à coût public réduit, l'ensemble des diversités de situations. Donc ça suppose une gouvernance un peu particulière et des accords publics-privés sur le sujet. Donc voilà, moi j'appelle ça la mobilité intelligente aussi, hein. Donc avec des choses pertinentes. Et donc je crois que ça c'est un point important. L'autre point, le chantier réglementaire législatif, il est évident sur la tarification, mais aussi sur le covoiturage. Aujourd'hui, on a certainement des choses à faire pour inciter à respecter des emplacements de parking de covoiturage, respecter des voies de covoiturage, etc. Il faut qu'on ait une dissuasion importante. Voilà. Donc le stationnement... Aujourd'hui, le stationnement va être, entre guillemets, dépénalisé. Avant, vous aviez un risque d'amende de 17 € et une pression de contrôle assez faible. Bilan des courses, 80-90% des gens ne payent pas leur stationnement. Demain, quand vous allez être tarifé 45 € la demi-journée, 70 € la journée, avec une probabilité d'être contrôlé une fois sur deux, je peux vous dire que vous ferez attention. Donc ça va être pareil. Ben, voilà, ça s'appelle un mécanisme économique incitatif, voilà, à respecter des règles communes. Et je pense que dans des espaces publics restreints que sont les villes, parce qu'on en revient à ça, assurer l'accessibilité avec un espace public qui est quand même limité, il faut qu'on mobilise des acteurs privés et publics et que le public va garder la main sur l'espace public et il peut induire un cadre réglementaire et de coopération avec le secteur privé pour
favoriser cette optimisation globale du système. Non, je voulais juste apporter un complément pour revenir sur cette dimension, parce qu'on l'a plus ou moins abordé, mais pas complètement. C'est la dimension spatiale, enfin géographique. Hein, c'est la différence entre le centre-ville, où on a pléthore d'offres de systèmes alternatifs, où finalement on va nous mettre des voitures en autopartage qui nous permettent d'éviter de faire des trajets à pied, ce qui n'est pas forcément terrible. Et puis la question de la périphérie. Or, justement, la déconcentration des emplois vers les périphéries, éventuellement, ça, c'est un sacré enjeu, parce que on sait que, comme justement la mobilité domicile-travail, c'est surtout de l'autosolisme, c'est là qu'on va avoir les plus gros problèmes, y compris d'ailleurs en termes de consommation énergétique et d'émissions de CO2. Ce ne sera plus dans le centre-ville. Hein. Le centre-ville, on aura peut-être encore des problèmes de pollution aux particules fines. Bon, mais c'est derrière nous. On a réglé les problèmes du centre-ville aujourd'hui. Le gros problème, c'est la périphérie. Or là, le transport collectif, il est malheureusement souvent inadapté dès lors qu'on est en dehors des grands axes bien desservis, avec une bonne fréquence. Quelqu'un parlait tout à l'heure de faire des lignes de bus avec une fréquence d'1 à 2 fois par jour. Ça, c'est du gaspillage d'argent public. Ça ne sert à rien du tout, parce que de toute façon, ça n'attirera personne, à part les captifs. Hein. Donc on va le maintenir pour des raisons sociales, mais ce n'est pas ça qui fait que les gens vont laisser leur voiture. Hein. Je pense que celui qui a déjà utilisé sa voiture, si on veut le faire changer pour basculer sur un autre mode alternatif, il faut lui offrir un avantage quelque part. Alors, dans le cadre du covoiturage, ça peut être un avantage financier pour des ménages qui font, enfin pour des personnes qui font du déplacement domicile-travail qui leur coûte assez cher parce qu'ils sont dans des zones non desservies. Si vous êtes avec un cadre supérieur qui a son gros 4x4 avec hybride et climatisé, il y a des contradictions. Hein. Lui, c'est pas en baissant le tarif de l'abonnement transport en commun que vous allez le faire changer de comportement. C'est en lui offrant de la fréquence, de l'amplitude horaire. Vous voyez. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien au fait qu'il y a une segmentation de ces marchés sur le plan géographique et que ce n'est pas forcément les mêmes solutions qu'il faut mettre en avant et que dans certains cas, alors je pense l'autopartage en trace directe par exemple, c'était moi une de mes grandes surprises, je crois en tout cas c'est le cas à Lyon, mais je crois que c'est pareil à Paris, on s'est rendu compte que le taux moyen d'occupation des voitures, des Blue Lee, là, des voitures, des Autolib, c'est 2,4 personnes en moyenne par déplacement. Sinon c'est de la voiture en commun. C'est une forme de transport en commun aussi. Parce que c'est cher, peut-être.